Bonjour à tous, j'aimerais bien m'entraîner encore une fois à faire une petite vidéo avant de vraiment me lancer dans le premier épisode de la chaîne. Allez, on n'a qu'à écouter la radio, ça me donnera peut-être des idées. Les questions des enfants sur l'actu, c'est... France Info Junior. Et on va parler du froid. Eh oui, le froid et ses conséquences que l'on surveille chaque jour grâce à vous, Elodie Calac. Bonjour à tous. Prévisionniste Météo France, vous nous tenez au courant des variations du mercure. Cool, une info où on va apprendre des choses sur la façon dont fonctionne le climat. En plus, on a une professionnelle de Météo France qui nous raconte ça, on n'est pas en train de demander son avis à Dédé du 82 sur Facebook. Alors, qu'est-ce qu'on y apprend ? Est-ce que c'est les nuages qui donnent tout ce froid? Comment il peut avoir du soleil et faire froid? Alors non, c'est pas les nuages qui apportent le froid, c'est même plutôt l'inverse, surtout la nuit, puisqu'ils nous protègent du froid. En fait, ils vont garder la chaleur un peu comme une couverture. C'est vrai, c'est bien expliqué en plus. J'aime bien cette prévisionniste, elle est très douée pour expliquer des choses au grand public, et c'est très appréciable pour un grand média comme France Info par exemple. Comment ça se peut que en France il fasse froid et dans les autres pays il fasse chaud? C'est une bonne question ça, et la réponse n'est pas facile à expliquer en une seule phrase. Voyons voir ce qu'elle dit. Ah, c'est une question assez difficile. C'est clair. Et bon courage pour faire une réponse complète à un enfant en une seule phrase. Alors déjà, il faut savoir que sur la Terre, il y a des zones qui sont naturellement plus chaudes que d'autres. Donc par exemple, autour de l'équateur, on est très proche du soleil, donc ce sont des zones chaudes. Et puis à l'inverse, au pôle Nord, on est très éloigné du soleil et là, il fait froid. Et là, c'est le drame surtout. D'après elle, s'il fait chaud à l'équateur, c'est parce qu'on est proche du soleil, et s'il fait froid au pôle, c'est parce qu'on en est loin. Une boulette pareille de la part d'un météorologiste, c'est un peu gênant quand même. Elle est évidemment au courant que c'est pas comme ça que ça marche, et elle a voulu simplifier l'explication pour que ça soit compréhensible par un enfant. Mais là, c'est plus simplifié, là, c'est juste complètement faux. Bon, on va essayer de remettre les choses à l'endroit et de voir si les différences de température sur Terre sont vraiment une histoire de distance au soleil. Pour comprendre pourquoi les pôles sont plus froids que l'équateur, on va commencer par une petite simplification qui ne change rien au phénomène. Et rassurez-vous, on enlèvera cette simplification juste après. On va considérer que la Terre tourne sur une orbite circulaire autour du Soleil. Alors attention, ce schéma n'est pas à l'échelle, c'est juste pour vous montrer la Terre qui tourne. On va maintenant se mettre dans le plan orbital pour vous montrer qu'on va aussi considérer que l'axe des pôles a une inclinaison nulle, c'est-à-dire qu'elle tourne sur elle-même parfaitement droite sur son orbite. Voilà. L'inclinaison de l'axe terrestre est responsable des saisons, et ce n'est pas ce qui nous intéresse tout de suite. Le raisonnement est similaire avec ou sans axe incliné. Maintenant, on va reprendre le même schéma, mais avec tout qui est à l'échelle cette fois-ci, pour voir si la taille de la Terre est si importante que ça par rapport à notre distance au Soleil. Et là, vous allez voir que la Terre est loin du Soleil. Très très loin. La distance moyenne de la Terre au Soleil étant d'environ 150 millions de kilomètres, on imagine que ça n'est pas la porte à côté. En effet, il faudrait plus de 11 000 terres pour pouvoir remplir l'espace entre le Soleil et notre orbite. D'ailleurs, à cette échelle, si vous êtes en train de regarder cette vidéo en Full HD, la Terre ne fait qu'un dixième de pixel de votre écran. L'intensité de la lumière émise par le Soleil diminue avec le carré de la distance au Soleil. Et vous comprendrez bien que deux points situés quasiment à la même distance du Soleil recevront quasiment la même quantité de lumière. La Terre est tellement minuscule à cette échelle que la quantité de lumière reçue au niveau de son équateur ou de son pôle est donc quasiment la même. Je suis d'accord avec vous, par contre, on ne voit pas grand-chose à cette échelle. Je vais donc zoomer d'un facteur 10 000. Voilà, on y voit déjà nettement plus clair. Donc, à midi pile, au mieux, à la distance Soleil-Équateur, on reçoit 0,008% de lumière en plus qu'à la distance Soleil-Pôle. C'est-à-dire qu'entre notre barre jaune et notre barre bleue, la lumière s'est à peine dispersée et peut être considérée quasiment comme constante entre les deux. Pour utiliser une unité physique, la puissance lumineuse peut se mesurer en watts par mètre carré. Et en moyenne, l'axe central de la Terre, ici notre trait bleu, reçoit environ 1361 watts par mètre carré. C'est une valeur moyennée sur un an, sur le cycle solaire et sur plein d'autres choses. C'est juste une valeur de référence. Donc, si on a 1361 watts par mètre carré sur notre trait bleu, ça nous fait 1361,1 watts par mètre carré sur notre trait jaune à l'équateur.
Sachant qu'en plus un point sur l'équateur n'est pas à midi toute la journée, il se déplace au cours de la journée et a tendance tantôt à s'éloigner, tantôt à s'approcher du Soleil. Et donc la différence de distance au Soleil entre un point à l'équateur et les pôles est encore plus faible. Pour bien visualiser ça, je vous ai tracé ici le flux solaire reçu à la distance du point rouge qui est situé à l'équateur au cours de la journée. On voit bien ici que les variations quotidiennes ne sont pas énormes. Après, si je vous dis qu'on perd 0,1 watts par mètre carré, si on n'est pas habitué à ces grandeurs physiques, on est incapable de dire si c'est beaucoup ou pas, même si on voit déjà que ça n'a pas l'air beaucoup par rapport au flux total qu'on se reçoit. Pour vous faire comprendre que c'est vraiment négligeable, on va comparer cette petite fraction de watts par mètre carré par rapport aux autres phénomènes physiques qui font que, à l'équateur, il fait bien plus chaud qu'au pôle. On va commencer par le plus intuitif en enlevant la simplification du départ, à savoir le fait que la distance Terre-Soleil évolue au cours du temps. L'orbite de la Terre n'est pas parfaitement circulaire mais elle est elliptique. Si on regarde de loin, c'est franchement pas évident, elle a l'air parfaitement circulaire. En rouge, c'est l'orbite de la Terre si elle était vraiment circulaire, et en jaune pointillé, c'est la véritable orbite de la Terre. Pas super impressionnant, hein, mais les distances qu'on voit ici sont gigantesques, et en fait la Terre s'approche et s'éloigne beaucoup chaque jour. On va s'imaginer qu'on regarde la Terre en la suivant depuis un vaisseau spatial situé sur une orbite parfaitement circulaire. Si la Terre était sur une orbite elle aussi circulaire, on la verrait fixe comme ceci, normal. Mais en fait, elle s'éloigne du Soleil pendant environ 6 mois et s'approche du Soleil pendant environ 6 mois. D'après vous, elle s'éloigne dans quelle proportion par rapport à sa propre taille? Un peu, beaucoup? Si son orbite était parfaitement circulaire, elle resterait dans le rond jaune, mais en réalité, elle s'éloigne et se rapproche énormément. Entre son point le plus proche du Soleil le 3 janvier et son point le plus lointain le 3 juillet, on pourrait y caler 392 fois sa propre taille. Et ici, la différence de flux solaire entre ces points de l'orbite les plus proches et les plus éloignés du Soleil est de 90 watts par mètre carré. Oui, vous avez bien entendu, 90 watts par mètre carré, soit 900 fois plus que la différence de flux entre l'équateur et le pôle. On voit bien que cette grandeur dont parlait France Info est vraiment négligeable. En fait, même le fait que la Terre se prenne 90 watts par mètre carré de plus en janvier qu'en juillet ne semble pas changer grand chose à notre climat local, puisque vous aurez remarqué qu'en janvier, c'est l'hiver en France, alors qu'on est pourtant au plus près du Soleil. Les différences de température sur Terre n'auraient donc pas grand chose à voir avec notre distance au Soleil? Ben non, en effet, et c'est même très marginal. D'ailleurs, vous allez peut-être me dire, mais dans ce cas, la taille du Soleil dans le ciel est censée varier au cours de l'année, non? Et il fait donc plus lumineux en janvier qu'en juillet? Ben oui, même si c'est tout sauf évident à voir. Pour ce qui est de la taille apparente du Soleil, ne regardez pas à l'œil nu puisque vous allez évidemment devenir aveugle. Et puis même avec des protections adaptées, ça ne va pas vous sauter aux yeux. Par contre, si vous faisiez ça proprement avec de bons outils de mesure angulaire, vous verriez ceci. Le Soleil est un tout petit peu plus gros en janvier qu'au mois de juillet. D'ailleurs, pour les mêmes raisons, il fait plus sombre en moyenne partout sur Terre en juillet quand on est loin du Soleil qu'en janvier quand on en est proche. Par exemple, regardez cette photo de la Cité de l'Espace. On va dire qu'elle a été prise le 3 janvier, jour où la Terre est au plus proche du Soleil. Je la Photoshop pour vous montrer la lumière qu'elle aurait eue si elle avait été à la distance du Soleil maximale le 3 juillet. Vous voyez cette différence de 90 watts par mètre carré maintenant? D'ailleurs, ça fait 2 heures que je parle et je n'en suis pas encore venu au fait. Pourquoi fait-il plus froid au pôle qu'à l'équateur et plus froid en hiver quelle que soit notre distance au Soleil? Je pense que vous le savez déjà. La raison vient évidemment du fait que la Terre est ronde et que les rayons arrivent au pôle de façon rasante et pas de façon verticale comme à l'équateur. De cette façon, chaque mètre carré sur le sol des pôles ne reçoit qu'un tout petit pourcentage de la lumière qui arrive sur chaque mètre carré sur le sol à l'équateur. Et pas besoin de jouer sur la distance au Soleil pour ça. Non seulement ça explique les différences de température en fonction de la latitude, mais sachant que la Terre est inclinée sur son orbite, on aura à certains moments de l'année les rayons qui arriveront de façon plus rasante qu'à d'autres moments, générant ainsi les saisons. On imagine facilement ce phénomène en regardant ces images du satellite Discover. Mais pour vérifier ça soi-même et avoir des rayons rasants du Soleil, il y a 2 solutions. Soit on monte en latitude et le Soleil va se rapprocher de l'horizon quand on se rapproche des pôles, et remonter dans le ciel quand on se rapproche de l'équateur, soit on attend le soir que le Soleil se couche, tout simplement. J'en profite au passage pour introduire le lux, une unité physique qui permet de connaître la luminosité ambiante telle qu'elle est perçue par l'œil humain. Ces lux se mesurent grâce à ceci, un luxmètre, qui nous indique donc quelle est la luminosité ambiante. C'est un peu comme les watts par mètre carré dont on parle depuis le début, mais ça se concentre uniquement sur la lumière visible du Soleil et sur comment notre œil l'aperçoit. Bref, c'est très pratique pour savoir si une scène va vous paraître sombre ou au contraire très brillante.
On va commencer par le voyage en latitude, nettement plus coûteux que d'attendre le soir. On va dire que le soleil est pile au-dessus de l'équateur, c'est-à-dire le jour d'un équinoxe. On a environ 120 000 lux à cet endroit un jour de beau temps. Et bien dans ce cas, à la latitude du sud de la France, on n'a déjà plus que environ 85 000 lux en plein midi. Cette fois-ci, vous aurez compris, c'est la rotondité de la Terre qui est responsable de ça. Si localement le sol était orienté comme à l'équateur, on retrouverait environ le même flux qu'à l'équateur. On voit bien ça ici, la même surface devient plus sombre en s'inclinant. J'ai aussi voulu tester ça moi-même, et effectivement, quand j'ai incliné mon luxmètre depuis la France en plein vers le soleil, en le penchant comme la plaque blanche sur mon schéma précédent, donc je retrouve à peu près la même valeur qu'à l'équateur, soit 120 000 lux. À Oslo, quand il fait beau à midi, on n'a plus que 60 000 lux de lumière ambiante, soit déjà moins que ce qu'on recevrait sur Mars en se promenant sous ces tropiques à midi. La rotondité de la Terre nous a déjà fait perdre 50% du flux solaire. Au Svalbard, à midi, on reçoit autant d'énergie au sol qu'au niveau de la ceinture d'astéroïdes. À 88 degrés de latitude, on en reçoit autant qu'au niveau de Jupiter. À 89,3 degrés de latitude, vous recevrez autant de lumière qu'au niveau de Saturne. Montez jusqu'à 89,8 pour vivre l'expérience de la lumière d'Uranus. Et à 89,9 pour Neptune. Vous l'aurez compris, voyager dans les luminosités, c'est aussi voyager dans le système solaire. Et d'ailleurs, tant qu'à être à 89,9 degrés de latitude, allez planter votre drapeau au pôle puisqu'il ne sera plus que 10 km devant vous. Le véritable calcul de la luminosité ambiante en fonction de la hauteur du soleil dans le ciel est évidemment plus complexe que sur ce schéma simpliste, puisqu'il faut considérer la taille apparente du soleil, la diffraction atmosphérique, la météo et plein d'autres choses qui font par exemple qu'il reste pas mal de lumière quand le soleil est proche sous l'horizon. Mais c'était malgré tout une assez bonne approximation. Alors pour vous montrer autre chose que de la simulation pour vous illustrer ce voyage dans le système solaire, on va conclure cette vidéo avec l'autre façon de voir le soleil se baisser et d'avoir des rayons rasants, attendre le soir. Et comme ça, en passant une chaude après-midi ensoleillée puis en vous caillant le soir devant un coucher de soleil, vous pourrez alors simplement expliquer à vos enfants pourquoi au pôle, où les rayons du soleil sont toujours rasants, il fait plus froid que sous les tropiques où le soleil monte haut dans le ciel, sans leur raconter des histoires avec ces distances au soleil. Au passage, au moment du coucher du soleil, regardez bien la lumière autour de vous, et ça ressemblera pas mal à la lumière que vous auriez en plein soleil aux confins du système solaire. Par exemple, ce jour-là, quelques minutes après le coucher du soleil, j'avais autour de moi 100 lux de luminosité, soit autant que sous le soleil des tropiques de Pluton en plein midi, là où le soleil n'est plus qu'un petit point brillant dans le ciel. J'espère que cette vidéo vous aura plu, bon voyage, et à bientôt.